Mars Nitten, Indre au Sextifem, Montevideo, Uruguay. La police force une grande caisse en bois dans un petit appartement, reculant face à ce qu'elle trouve. À l'intérieur se trouve le cadavre d'un homme de 65 ans criblé de balles. Une note épinglée sur le corps énumère une liste de crimes de guerre, de meurtres de masse, d'atrocités et est signée de manière inquiétante. Nous ne pouvons jamais oublier. La victime est Herbert Kukurs, tristement célèbre sous le nom de boucher de Riga. Après 2 décennies en fuite, ce criminel de guerre nazi a rencontré une fin macabre. Sa mort n'était pas un accident. C'était l'aboutissement d'une opération secrète des services de renseignement israéliens pour traquer et éliminer l'un des bourreaux les plus brutaux de l'Holocauste. Ceci est l'histoire vraie de la façon dont le Mossad a traqué le boucher de Riga à travers le monde et a rendu sa propre justice. Riga, Lettonie, 1941. Le crépitement des tirs résonne à l'extérieur de la ville alors que les escadrons de la mort nazis accomplissent leur sinistre besogne. Dans une forêt près de Riga, le 30 novembre 1941, des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants juifs sont exécutés de sang-froid. Des témoins ont plus tard témoigné qu'Herbert Kukurs lui-même a abattu 500 personnes en une seule journée. Ancien pilote respecté, Kukurs est désormais parmi les tueurs, supervisant des massacres avec une cruauté choquante. Il gagne le surnom de boucher de Riga alors que les survivants racontent comment il a personnellement battu et maltraité les victimes, allant jusqu'à tirer sur des nourrissons et brûler des gens vifs. Pendant ces mois sombres, la communauté juive de Lettonie est presque complètement anéantie. Environ 80 000 personnes, soit 90% des juifs de Lettonie, ont été tués sous l'occupation nazie. En tant que commandant adjoint de l'Araj Commando, l'unité de police auxiliaire lettonne qui a été à l'avant-garde de nombreux massacres, Kukurs a été accusé d'avoir une responsabilité directe dans au moins 30 000 de ces meurtres. C'est un tournant choquant pour un homme qui avait autrefois été un héros national. Avant la guerre, Herbert Kukurs était célébré comme un pionnier de l'aviation, un Lindbergh letton qui construisait ses propres avions et effectuait des vols en solitaire audacieux à travers les continents. Mais cette renommée et cet esprit intrépide se sont transformés en quelque chose de monstrueux sous le régime nazi. En 1941, les jours de pilotage de Kukurs ont cédé la place à la direction de pelotons d'exécution et à la terreur dans le ghetto de Riga. Il est devenu une figure redoutée, un homme de grande contradiction, comme l'a noté un observateur. Quelle que soit la cause de cette transformation, à la fin de la guerre, Kukurs avait le sang de milliers de personnes sur les mains. 1945, la fin de la guerre et l'évasion. Alors que l'armée rouge soviétique chassait les nazis des pays baltes, de nombreux collaborateurs ont fui. Kukurs a fait exactement cela. Avec l'effondrement du Troisième Reich imminent, il a fait ses bagages et s'est échappé de Lettonie, d'abord en se retirant en Allemagne nazie, puis en France. Dans le chaos de l'Europe d'après-guerre, il a profité des filières secrètes, des routes d'évasion pour les fugitifs nazis. Le consulat brésilien à Marseille a délivré un visa à Kukurza fin 1945 sous de faux prétextes. Dans un geste audacieux, il a même réussi à amener sa famille. Selon des rapports ultérieurs, il a voyagé avec une femme qu'il a fait passer pour son épouse, en réalité une femme juive kidnappée, et ses enfants. Avec de faux documents et une histoire de couverture, Herbert Kukurs s'est échappé en Amérique du Sud. Au Brésil, le boucher de Riga vivait ouvertement. Contrairement à certains nazis qui prenaient de nouvelles identités, Kukurs ne fit pas grand-chose pour cacher son nom ou son passé. Installé à Sao Paulo, il se réinventa en tant qu'entrepreneur. Il commença une entreprise de visite guidée, pilotant un hydravion jaune vif pour emmener les touristes en vol panoramique. Le tueur de masse de l'époque semblait être un expatrié aviateur jovial, profitant d'une retraite paisible à l'étranger. Il a même épousé une femme brésilienne et a eu un enfant avec elle, ce qui lui a permis d'obtenir la citoyenneté brésilienne et a rendu son extradition presque impossible. Lorsque la communauté juive locale a découvert la présence de Kukurius et a poussé pour qu'il soit expulsé, leurs efforts ont été contrecarrés. Sa nouvelle citoyenneté l'a protégé. Pendant des années, Kukurs a vécu confortablement au Brésil, un criminel de guerre recherché à la vue de tous. Aucun tribunal ne l'a jamais jugé pour ses crimes, et au fur et à mesure que les années 1950 passaient, il semblait possible qu'il vive le reste de sa vie dans une obscurité tranquille. Mais les survivants n'avaient pas oublié. Au début des années 60, quelques chasseurs de nazis et survivants de l'Holocauste rassemblaient activement des informations sur les fugitifs tels que Kukurs. En fait, près de 20 ans après la Seconde Guerre mondiale, un survivant de l'Holocauste au Brésil a reconnu le visage de Kukurs sur la couverture d'un magazine. L'alarme a été donnée, le boucher infâme de Lettonie vivait librement en Amérique du Sud. La nouvelle de l'emplacement de Kutcher a finalement atteint Israël. À l'époque, l'Allemagne de l'Ouest débattait d'une loi visant à mettre fin à la poursuite des crimes de guerre nazis puisque le délai de prescription standard de 20 ans approchait en 1965.
La perspective que des centaines de nazis impunis pourraient soudainement devenir immunisés contre la justice a provoqué un tollé international. Des manifestations ont éclaté de Tel Aviv à Toronto et au-delà. À Jérusalem, les dirigeants ont décidé qu'Herbert Kukurs ne serait pas autorisé à mourir en homme libre. Si les tribunaux du monde ne pouvaient pas ou ne voulaient pas agir, alors un groupe secret d'agents israéliens le ferait. Le Mossad obtient le feu vert. En 1964, le Premier ministre israélien Levi Eshkol a personnellement approuvé une mission sans précédent. Les chefs du renseignement du pays ont élaboré un plan entouré d'une absolue discrétion. L'agence d'espionnage étrangère d'Israël, le Mossad, agirait comme juge, jury et bourreau. Leur cible ? Herbert Kukurs. Le but ? Rendre public et punir ces crimes horribles et envoyer le message que les tueurs nazis ne pourraient jamais dormir sur leurs deux oreilles. Cette opération serait totalement niable. Israël ne revendiquerait aucune responsabilité pour ce qui s'est passé. Elle devait être menée avec précision, sans laisser de traces pouvant remonter au gouvernement israélien. La scène était prête pour une chasse secrète à enjeux élevés. Pour une mission aussi sensible, le Mossad s'est tourné vers l'un de ses meilleurs agents, un homme parfaitement adapté au travail sous couverture. Son nom était Yaakov Miomeidat. Medad était un juif né en Allemagne dont les parents avaient été assassinés pendant l'Holocauste. Il avait un intérêt personnel dans cette affaire. Il était également un agent vétéran qui avait aidé à enlever Adolf Eichmann en 1960 et à faire passer en contrebande ce notoire architecte nazi en Israël pour son procès. Au sein du Mossad, Medad était surnommé « l'homme aux 100 identités », célèbre pour son talent à adopter de nouveaux personnages. Maintenant, on lui a demandé d'assumer peut-être l'identité la plus dangereuse de sa carrière. L'appât pour attirer le boucher de Riga. Le Mossad a chargé Medved de se déguiser, de traquer Kukers au Brésil, de devenir son ami et finalement de l'éliminer. C'était une mission qui mettrait toutes ses compétences à l'épreuve, un véritable jeu de chat et de souris entre un espion israélien et un criminel de guerre rusé. Medad a conçu un alias que Kukurs pourrait croire. Il est devenu Anton Kunzle, un homme d'affaires autrichien à la recherche d'opportunités d'investissement. En se faisant passer pour Kunzle, Medad s'est rendu au Brésil en 1964 et s'est intégré dans les cercles d'expatriés. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'il ne croise le chemin de Herbert Kukurs. À cette époque, Kukurs avait une soixantaine d'années, les cheveux grisonnants, une corpulence massive mais toujours imposant. Malgré son apparence extérieure amicale, Kukurs était extrêmement prudent et paranoïaque. Il savait que les chasseurs de nazis étaient actifs, et il vivait avec la conscience aiguë que quelqu'un pourrait venir pour lui. Il n'était pas un imbécile, et certainement pas un meurtrier de bureau qui ne donnait des ordres que de loin. Kukurs avait du sang sur les mains et n'hésiterait pas à se défendre. Pour s'approcher, Medad devait jouer son rôle à la perfection. Il n'y avait aucune marge d'erreur. Par mesure de précaution supplémentaire, Medad a opéré seul au Brésil sans renfort à proximité. Amener des agents supplémentaires risquait d'éveiller les soupçons de Kukers. Si Anton Kunzle faisait la moindre erreur, toute l'opération pourrait s'effondrer et Medad lui-même pourrait finir mort. Lors de leur présentation, Medad jouait le rôle d'un sympathique entrepreneur autrichien avec un allemand courant et une histoire de couverture convaincante. Il exprimait son admiration pour les exploits aéronautiques de Kukurs des années 1930, flattant la fierté de l'homme plus âgé. De manière importante, Kunstler a laissé entendre qu'il avait lui-même un passé de guerre sur le front de l'Est, sous-entendant qu'il avait également combattu les soviétiques et n'avait aucune affection pour les communistes. Cela a immédiatement donné aux deux hommes un terrain d'entente commun. Au fil des soirées de conversation, l'agent du Mossad a habilement nourri Kuker de récits d'un service fictif dans une unité allemande pendant la guerre. Les détails étaient si authentiques que Kukers a commencé à voir Kunzle comme un compagnon de voyage, peut-être même un esprit frère qui comprenait ce que c'était dans ces jours brutaux. Néanmoins, Kukurs testait constamment son nouvel ami. À une occasion, il a invité Anton Kunzle à faire un voyage dans l'intérieur du Brésil. Ils ont conduit loin vers un ranch éloigné, une plantation isolée entourée de jungle. Ici, Kukurs a lancé un défi inattendu, un concours de tir. En passant un fusil à Medad, Kukurs voulait voir des preuves du service militaire revendiqué de l'Autrichien. Si Kunzle avait vraiment été soldat, il devait bien manier une arme. Sous le soleil brûlant au milieu de nulle part, les deux hommes se sont relayés pour tirer sur des cibles éloignées. Medad a compris immédiatement. C'était un moment décisif. Tout signe d'hésitation ou d'inexactitude pourrait déclencher une suspicion maudite. Si la couverture de Ménard était compromise dans cet endroit isolé, il pourrait ne pas en sortir vivant. Calmant ses nerfs, Medad a joué de manière experte. Coup après coup, il a égalé l'adresse de Kukurza, démontrant calmement l'habileté d'un tireur chevronné. L'homme plus âgé regardait attentivement, mais finalement, il semblait satisfait.
L'Autrichien a réussi le test. Une autre fois, Kukurs a remarqué quelques vieilles cicatrices sur le corps de Kunzle. Meda avait anticipé un tel examen minutieux. Il avait une explication toute prête. C'étaient des blessures causées par des éclats d'obus et des balles durant la guerre. La vue de cicatrices de guerre apparentes renforçait l'histoire qu'il avait construite. C'était exactement le genre de preuve qu'un ancien nazi pourrait attendre d'un collègue vétéran. Petit à petit, la méfiance de Kukurs a commencé à fondre. Il en est venu à apprécier la compagnie d'Anton Kunzle. Les deux hommes ont partagé des repas, parlé affaires et même ri ensemble. Pour Kukurs, cela devait donner l'impression qu'il s'était fait un nouvel ami puissant, quelqu'un qui ne jugeait pas son passé et pourrait même l'aider à relancer sa fortune. Pendant plusieurs mois, Midad a soigneusement renforcé le piège. Il parlait de manière séduisante d'une entreprise commerciale lucrative. Peut-être a-t-il suggéré qu'ils pourraient lancer ensemble une opération de tourisme international ou une entreprise d'aviation. Kukurs, qui avait des difficultés financières au Brésil, était intrigué par cette perspective. L'idée de retrouver la richesse et le respect, d'être à nouveau un homme important, séduisait. Mais Dandangle s'est à pas avec expertise. À la fin de l'année 1964, le plan était en cours. Kunzle a proposé qu'il voyage pour rencontrer des investisseurs potentiels intéressés par leur entreprise. Il a décrit une grande opportunité à l'horizon qui nécessitait un court voyage dans un pays voisin pour des réunions. Kukurs a mordu à l'hameçon. Ignorant du fait que ces investisseurs étaient une fiction, il a accepté de voyager avec son ami. Février 1965, le piège est tendu. Herbert Kukurs a dit à sa femme et à ses enfants qu'il partait en voyage d'affaires. Utilisant un faux passeport fourni par ses nouveaux associés, il a pris un avion pour quitter le Brésil. À ses côtés se trouvait Anton Kunzle, le partenaire de confiance qui, en réalité, le menait dans une impasse. Le duo est arrivé à Montevideo, Uruguay, au début de l'année 1965. Kukurs n'avait jamais été en Uruguay, mais il ne semblait probablement pas s'en inquiéter. Il voyageait avec un ami et avait un billet de retour pour l'Argentine après les réunions. À leur arrivée, ils se sont enregistrés dans un hôtel, mais Kunzle a insisté pour qu'ils passent d'abord par une maison locale qu'il avait aménagée comme bureau pour leur réunion. Le 23 février 1965, Kukurs a suivi son collègue jusqu'à un bungalow tranquille loué dans un quartier résidentiel de Montevideo. Il est entré, s'attendant à saluer des partenaires commerciaux potentiels. Au lieu de cela, il a rencontré ses bourreaux. En un instant, une équipe de Mossad s'est concentrée sur Kukurs. Au total, 5 agents israéliens s'étaient cachés, attendant ce moment. Ils avaient pour ordre de neutraliser la cible rapidement. Mais le boucher de Riga ne se laisserait pas faire sans se battre. Alors que des mains l'attrapaient, Kukurs, trapu et encore fort, se défendait avec férocité. Une lutte féroce éclata dans la petite pièce. Kukurs rugit de rage, luttant avec une force surprenante, obligeant les assaillants à le maîtriser par la force. Un coup de feu retentit, puis un autre et encore un autre. Les voisins se souviendront plus tard avoir entendu une brève rafale de tirs, puis le silence. Lorsque la poussière est retombée, Herbert Kukurs était allongé sur le sol, saignant de multiples blessures. L'homme qui avait massacré tant de gens était enfin mort, tué lors d'une mêlée sanglante à l'âge de 64 ans. L'équipe du Mossad se tenait au-dessus du corps, l'adrénaline en ébullition. Cela avait été un appel plus serré qu'il ne l'avait anticipé. La résistance furieuse de Kukurs et sa paranoïa omniprésente avaient presque fait dérailler la mission. Mais c'était fait. Travaillant avec une précision froide, les agents ont rapidement exécuté la prochaine phase de leur plan. Ils traînèrent le corps sans vie de Kukurs dans une grande caisse en bois qu'ils avaient préparée. À l'intérieur de cette boîte, ils placèrent des documents relatant ses crimes, preuve pour quiconque finirait par le découvrir. Ils ont ensuite attaché la célèbre note pour que le monde puisse la voir, énumérant les atrocités de Kucher et signée avec un avertissement sévère, ceux qui n'oublieront jamais. Certains journaux traduiraient la signature par « Nous ne pouvons jamais oublier », un message au nom des victimes de l'Holocauste. L'équipe a nettoyé la scène, ramassant les douilles et toute trace de leur présence. Ils ont laissé le pistolet personnel de Kukurs et un emblème doré de la Luftwaffe à côté de lui, peut-être comme accessoire pour renforcer son identité. Finalement, ils ont scellé la caisse avec le cadavre à l'intérieur et ont verrouillé le bungalow derrière eux. En quelques heures, les agents du Mossad étaient dans un avion quittant l'Uruguay, en route vers Israël sous couverture profonde. Toute l'opération avait été menée dans le plus grand secret. Pendant environ 2 semaines, Herbert Kukurs était tout simplement porté disparu. De retour au Brésil, sa famille et ses amis ne savaient pas ce qui s'était passé. Il avait disparu sans laisser de traces. Puis est venu la dénouement. Agissant par intermédiaire, le Mossad a informé les autorités pour s'assurer que les crimes de Kukurs ne passeraient pas inaperçus. Un appel téléphonique anonyme à une agence de presse en Allemagne de l'Ouest a signalé que le boucher de Riga avait été tué à Montevideo.
Le conseil énigmatique a fourni une adresse et a suggéré que la police locale y trouverait un criminel de guerre nazi. La police uruguayenne, alertée par la presse allemande, a obtenu un mandat et est entrée dans la maison tranquille le 7 mars 1965. Là-bas sur Isaac Teissante, ils ont trouvé le paquet macabre laissé derrière. La découverte a fait la une des journaux dans le monde entier. Bourreau nazi retrouvé tué en Uruguay. Des photographies de la caisse tachée de sang et de son contenu macabre ont rempli les journaux. La note jointe, semblable à un manifeste, donnait un contexte glaçant au meurtre. C'était une rétribution pour le massacre des Juifs lettons. Les autorités uruguayennes, surprises par cet incident international sur leur sol, ont lancé une enquête. Il est rapidement devenu évident que Kukurs était entré dans le pays sous une fausse identité avec l'aide d'autres personnes. Les témoins se sont souvenus d'un groupe d'hommes étrangers vus autour de la propriété, mais à ce moment-là, ces hommes étaient partis depuis longtemps. Les premiers rapports de presse ont supposé qu'une escouade juive de chasseurs de nazis était responsable. La signature mystérieuse, ceux qui n'oublieront jamais, n'était liée à aucune organisation connue, mais son intention était claire. Quant à Israël, elle restait officiellement silencieuse. Aucun gouvernement n'a revendiqué l'assassinat de Kukurs. Dans le monde, il semblait que des justiciers, peut-être des survivants de l'Holocauste, avaient pris la justice en main. En privé, cependant, ceux de la communauté du renseignement israélien savaient qu'un coup significatif avait été porté. L'un des tueurs de juifs les plus notoires avait été éliminé et l'opération avait délivré un message puissant. Ce message a résonné. Le moment de la disparition de Kukurs n'était pas une coïncidence. Elle est survenue alors que l'Allemagne se débattait avec la manière de traiter les crimes de guerre nazis 2 décennies après l'Holocauste. Au Bundestag d'Allemagne de l'Ouest, les propositions d'accorder une amnistie ou d'imposer une fin aux poursuites contre les nazis faisaient l'objet de débats acharnés. La nouvelle de la découverte du bourreau de Riga, mort dans une caisse d'emballage, soulignait le fait que de nombreux auteurs étaient encore en liberté et que certains ne voulaient là pas attendre que les tribunaux agissent. Finalement, en grande partie sous la pression du public, les législateurs allemands ont rejeté l'idée d'une date d'expiration pour les poursuites nazies. La recherche de justice continuerait. Les conséquences et le jugement moral. L'assassinat de Herbert Koikers par la main du Mossad reste à la fois célébré et controversé. D'un côté, les survivants de l'Holocauste et les communautés juives du monde entier ont ressenti un sombre sentiment de justice. Kukurs avait échappé au jugement légal, mais il n'a pas échappé au jugement moral. À leurs yeux, la punition était appropriée pour un meurtrier de masse qui ne montrait aucun remords. D'anciens agents du Mossad ont plus tard réfléchi que cette opération, bien que remarquable, était un acte nécessaire pour rappeler au monde des crimes qui ne devraient jamais être oubliés. En effet, en éliminant Kukurs, Israël a démontré que même les criminels de guerre oubliés pouvaient être retrouvés, que le passage du temps n'offrait aucune protection. Il y avait peu de sympathie pour le boucher de Riga, alors que la nouvelle de son sort se répandait. Pourtant, l'opération soulève des questions éthiques durables. Contrairement à Eichmann, qui a été légalement jugé et dont la culpabilité a été documentée lors d'un procès public, Kukurs a été exécuté sans jamais avoir affronté un tribunal. Israël avait agi en tant qu'exécuteur sur un sol étranger. Pour certains critiques, cela constituait un précédent dangereux, brouillant la ligne entre justice et vigilantisme. Même des décennies plus tard, l'affaire Kukurs suscite des débats. Comme il n'a jamais eu de procès, ses défenseurs, une petite minorité comprenant certains nationalistes lettons, en ont profité pour contester les récits de ces crimes. Ils soutiennent que l'histoire ne l'a jamais formellement condamné, tentant de semer le doute là où les survivants racontent avec certitude. En Lettonie, étonnamment, une comédie musicale a tenté de présenter Kukurs sous un jour sympathique à la fin des années 2010, affirmant que la vérité sur ses actions en temps de guerre n'était pas claire puisqu'il n'a jamais été jugé. De tels efforts ont indigné les survivants de l'Holocauste et les historiens qui ont de nombreux témoignages de la brutalité de Kukurs. L'absence de procès a laissé une petite place au déni et à la distorsion, un fait qui trouble encore certains observateurs. Cependant, pour les agents israéliens directement impliqués, il y avait peu de doutes ou de regrets. Yaakov Medad, l'homme qui avait serré la main de Kukurs et l'avait ensuite conduit à sa mort, savait exactement pourquoi il avait fait ce qu'il avait fait. Il a plus tard décrit la mission comme intimidante, voire presque impossible, mais finalement nécessaire. Ce n'était pas une justice officielle de tribunal, a-t-il reconnu, mais une forme de justice historique dans l'ombre. L'équipe du Mossad a risqué sa vie et enfreint les lois internationales car elle était déterminée à ce que certains crimes ne restent pas impunis. Dans un monde où de nombreux auteurs de l'Holocauste n'ont jamais été tenus pour responsables, ils ont eux-mêmes apporté une forme de responsabilité. L'histoire de la chasse au boucher de Riga constitue un chapitre profond dans la quête de justice après-guerre.
Cela combine l'intrigue d'un thriller d'espionnage, des alias sous couverture, une chasse mondiale, un piège séduisant en quelque sorte, avec le poids d'une vengeance historique. Dans les annales des opérations du Mossad, c'était l'un des premiers exemples de ce qui serait plus tard appelé assassinat ciblé, une pratique qui reste farouchement débattue. Est-il juste de prendre une vie pour venger d'innombrables autres sans procédure régulière ? Une atrocité justifie-t-elle une réponse extrajudiciaire ? Ces questions persistent, mais dans le cas de Herbert Kukurs, beaucoup concluent qu'un mal si extrême ne mérite aucune clémence. En fin de compte, l'héritage de l'opération Kukurs, comme certains l'appellent, est à la fois un avertissement et une promesse. Un avertissement à ceux qui commettent un génocide. Vous pouvez fuir, vous pouvez vous cacher, mais nous n'oublierons jamais. Et une promesse aux victimes. Même si la justice est retardée, elle peut encore être rendue. La caisse à Montevideo, avec son contenu macabre et son acte d'accusation écrit en gras, était le jugement final sur le boucher de Riga. Après des décennies d'évasion, Herbert Kukurs a rencontré le sort que beaucoup pensaient qu'il méritait. Son histoire ne s'est pas terminée par une mort tranquille au Brésil, mais par la violence et l'exposition, un sort orchestré par les descendants de ceux qu'il avait essayé de détruire. Ainsi, à travers les continents et les années, la justice est arrivée sous une forme peu orthodoxe, mais emphatique. Le monde a été rappelé que certains crimes sont si graves que le temps et la distance ne peuvent protéger les coupables. La chasse au boucher de Riga était terminée, et un sombre chapitre de l'histoire de l'Holocauste avait enfin trouvé son épilogue.